Bonsoir, bienvenue au large des côtes vendéennes sur l'île Dieu. Derrière moi se dresse le vieux château, une impressionnante forteresse édifiée au XIVe siècle par notre héroïne, Jeanne de Belleville, la première femme pirate de l'histoire. C'est le parcours atypique de cette guerrière du Moyen-Âge que l'on surnomme la tigresse bretonne que je voudrais vous raconter. La trajectoire d'une riche héritière du Poitou qui, par amour, se transforme en une exceptionnelle meneuse d'hommes, une impitoyable combattante des mers. Jeanne de Belleville, c'est le destin d'une femme ordinaire percutée par la grande histoire. Le mari de Jeanne, Olivier de Clisson, grand seigneur de l'Ouest, est accusé par le roi de France de pactiser avec l'ennemi anglais en pleine guerre de 100 ans. Sans procès ni atermoiement, Philippe VI de Valois le fait décapiter à la hache et réserve au corps du condamné un traitement à peine imaginable. Son corps sera pendu et sa tête exhibée sur les remparts de Nantes. Humiliée et choquée, Jeanne n'a dès lors qu'une seule idée en tête, se venger et faire vivre l'enfer à celui qui a fait assassiner son mari. Jeanne investit sa fortune dans l'achat de navires et livre en mer sa propre guerre contre le roi de France. Cette aventure extraordinaire va nous emmener sur les terres de Jeanne et à l'origine de sa fortune, les marais salants de Vendée. Nous partirons aussi à la découverte des mystérieuses forteresses médiévales et des villes fortifiées du Grand Ouest. Enfin, nous explorerons le mythe de ceux qui se sont lancés dans la piraterie. Entre renégats cruels et rebelles épris de liberté, notre imaginaire est peuplé de tous ces hors-la-loi des océans. Mais la seule à être devenue pirate par amour, c'est Jeanne de Belleville. Ce lion d'argent, armé, couronné et lampassé d'or, ce sont les armes de Jeanne de Belleville. Celle qui, en cette année 1343, règne en maître sur les côtes vendéennes et du sud de la Bretagne. Son but, c'est d'arraisonner les bateaux, de prendre à l'abordage les équipages, que ce soit des marchands, que ce soit des navires militaires, et de passer par le fil de l'épée tous les hommes qui sont à bord et de couler le bateau. Tout ce qu'elle voit qui sort ou entre d'un port français est bon à prendre. Ses cibles privilégiées, les navires de commerce. Elle ne laisse aucune chance à ceux qui croisent sa lame. En tant que pirate, on la classera parmi les plus sanguinaires, très certainement. On l'imagine comme un monstre absolu, presque cannibale. S'il restait des survivants, avant de les passer par-dessus bord, elle leur coupait les mains et les pieds au cas où ils remontent sur le bateau ou qu'ils nagent jusqu'au rivage. Donc, la lionne sanglante, dit la tradition. La tigresse bretonne, dit notre tradition. Je pense que lionne sanglante, c'est assez bien choisi. Et il y a toute une légende qui s'est créée autour d'elle en Bretagne, puisque évidemment, tout le monde parlait des méfaits ou tout au moins des aventures de la veuve Clisson. On va la voir à 2 endroits en même temps. Elle va être un peu comme une magicienne, vous voyez, comme une sorcière d'un seul coup. Si Jeanne de Belleville sème ainsi l'épouvante sur le littoral vendéen, c'est parce qu'elle a juré vengeance. Depuis que Philippe VI a fait décapiter son mari, Olivier de Clisson, accusé de trahison, Jeanne, endeuillée, livre une guerre personnelle au roi de France. Elle provoque de tels massacres que le roi de France alerte le pape en disant que le pape doit faire quelque chose. Il y a une folle qui massacre tout le monde. Pour le roi de France, elle est devenue la femme vraiment à détruire, la femme à abattre. Jeanne la pirate finira par trouver refuge auprès du roi d'Angleterre, Édouard III, et deviendra son allié dans sa guerre contre le roi de France.
Si elle figure aujourd'hui au panthéon des grandes combattantes du Moyen-Âge, elle est la seule à s'être illustrée sur les océans. Il peut arriver qu'une veuve soit soutenue par une sorte d'armada, ce qui est le cas ici. Mais c'est très rare qu'elle fasse autant de mouvements. Ce qui n'est pas courant avec Jeanne de Belleville, c'est qu'elle arme des navires. D'habitude, les grandes dames utilisent des armées. Elle est célèbre parce qu'elle a combattu sur mer. Un destin aussi romanesque n'a pas échappé aux écrivains qui ont, depuis le 19e siècle, abondamment nourri la légende de Jeanne de Belleville. Sous la plume de ce scénariste, elle est même sur le point de devenir une héroïne de bande dessinée. Quand j'ai découvert ce personnage, ça m'a fait penser à des personnages qu'on trouve dans la série Game of Thrones, par exemple, ou dans la série Viking, où il y a comme ça des personnages de femmes très fortes. Elle est tout à fait comparable à des héroïnes de ce type-là. Jeanne de Belleville impressionne par sa force de caractère, mais aussi par sa force physique et son courage. Elle arrive quand même à rallier des troupes, les hommes qu'elle a engagés la suivent jusqu'à la mort. Elle avait sur les hommes cette volonté de ne pas s'en laisser compter, voire même de les dominer quelque part. Son histoire est étonnante. On a beaucoup de mal à discerner ce qu'elle était véritablement. Mais enfin, c'est une saga qui, quand même, mérite la peine d'être contée. Je vous retrouve devant le château de l'Île-Dieu. Regardez-le fièrement campé sur son rocher. Ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Les fans de bande dessinée ont certainement une petite idée. On dit que ce château aurait inspiré Hergé pour dessiner celui de l'île Noire dans les aventures de Tintin. À l'origine, cette forteresse imprenable est construite par Jeanne de Belleville et son mari. Je vais vous expliquer comment ils s'y sont pris. Suivez-moi. Jeanne et Olivier sont à la tête d'un immense domaine qui s'étend du Poitou à la Vendée jusqu'à l'Île-Dieu. Cherchant à défendre l'île contre les invasions, notamment anglaises, le couple entreprend ici de grands travaux. Ils font abattre la vieille construction en bois pour édifier à la place cette puissante forteresse. Pour cela, ils font appel à toute la main-d'œuvre disponible sur l'île. Certains sont assignés à l'extraction de la pierre, d'autres à la construction. Ils font même tailler la roche de façon à créer un petit chenal et isoler totalement le château lorsque le pont-levis est relevé. Si bien que ce château remplit parfaitement son rôle. Visible du large, il dissuade les potentiels assaillants. Perché sur son promontoire rocheux, c'est un abri quasi invulnérable. La vie de Jeanne de Belleville ne se résume donc pas à sa vie de pirate. Cette femme au caractère bien trempé a eu plusieurs vies et même plusieurs maris. Vous allez voir qu'elle s'est toujours montrée ambitieuse et persévérante. Il y a deux sentiments qui font lever des montagnes, c'est l'injustice et l'amour. Et Jeanne de Belleville a reçu en plein cœur ces deux sentiments. Le 2 août 1343, à Nantes, Jeanne de Belleville assiste à une scène effroyable. La tête de son mari, Olivier de Clisson, tout juste décapité par le roi de France, est fichée sur les remparts de la ville. Elle prend ses deux enfants devant la tête ensanglantée de leur père et elle leur dit voilà ce que le roi de France a fait à votre père. Donc maintenant, à nous de le venger. La mort d'Olivier de Clisson, cette mort ignoble, ça signe la fin du premier acte de la vie de Jeanne. Au commencement de sa vie, en 1300,
Jeanne de Belleville semble pourtant née sous les meilleurs auspices. Les Belleville sont une très ancienne famille, positionnée dans cette région du sud Vendée actuelle depuis des siècles. Les terres des Belleville s'étalent le long de la frontière, entre le Poitou et la Bretagne. Ce sont des gens qui ont des vassaux, qui ont des terres, qui ont des châteaux et qui ont une puissance militaire. C'est une famille qui compte, qui n'a pas vocation à monter sur le trône de France, certes, mais qui est une des clés majeures de l'économie de cette région. Donc Jeanne, en fait, elle est promise à épouser un bon parti qui pourrait amener des nouvelles terres, de nouvelles influences et de nouvelles richesses à sa famille. Son mariage est très rapidement arrangé dès l'âge de 12 ans avec un seigneur voisin, nettement plus âgé qu'elle, Geoffroy de Châteaubriand. Geoffroy de Châteaubriand est un très grand seigneur, un des plus grands seigneurs de Bretagne. Il a en Bretagne 7 châteaux. C'est pas un petit mariage, c'est un grand mariage. Donc pour elle, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse lui arriver. Toutes les jeunes filles de l'époque rêvaient d'épouser le fils Chateaubriand. Malgré la différence d'âge, Jeanne s'accommode de son époux et lui donne 2 enfants. Mais après une quinzaine d'années de mariage, Jeanne fait l'épreuve du deuil. Geoffroy meurt en 1326. Jeanne se retrouve veuve à l'âge de 26 ans. Elle est mère de 2 enfants dont elle a la responsabilité et elle doit également administrer le domaine de son père qu'elle a hérité il y a quelques années. Jeanne possède notamment la baie de Bourgneuf, 10 000 hectares de terres marécageuses que la famille Belleville se transmet précieusement de génération en génération depuis le XIIe siècle. Car elles renferment un véritable trésor, le sel. La région ici est vraiment favorable au marais salant, avec ici les 4 éléments symboliques. L'élément eau, évidemment, l'eau de mer, qui va être l'apporteur premier du sel, et puis l'évaporation, qui va être favorisée par l'élément feu et le soleil. On sait que la région ici est une région très ensoleillée, une région ventée aussi. C'est le vent qui va permettre là aussi une évaporation plus rapide. Et enfin, l'élément terre, la terre argileuse qui permet de garder une fine lame d'eau qui va s'évaporer d'autant plus vite. L'exploitation du sel a débuté ici au XIe siècle grâce au savoir-faire des moines. Au milieu des marais, sur ce qui était autrefois l'île Chauvet, trônent encore les restes d'une abbaye bénédictine, maintes fois saccagée et pillée au cours de son histoire. Au XIe siècle, le seigneur du coin repère qu'il y a un véritable potentiel de développement des marais salants et donc potentiellement d'enrichissement avec le marché qui va en découler. Et pour pouvoir développer ces marais salants, le seigneur ne dispose pas de grandes ressources humaines par ici et il va négocier avec les abbayes de Touraine, d'Anjou et du Poitou notamment pour pouvoir faire venir des moines, générer une immigration de travail. L'accord, ça va être que les moines puissent installer des lieux de vie religieux, abbayes, prieurés, et qu'en contrepartie, les moines vont exploiter, aménager les bras de mer qui vont permettre d'engager la récolte du sel. Les moines aménagent 7000 km de canaux. Un travail colossal, mais payant. Peu à peu, toute la baie se convertit à l'exploitation des marais salants. Une activité qui fait vivre toute une population, mais surtout qui fait la fortune des Belleville. Le sel à l'époque, c'est vraiment de l'or. On n'a pas de réfrigérateur à l'époque, alors pour conserver les aliments, on utilise du sel. Et le sel qui est produit dans cette région est d'une qualité exceptionnelle pour la conservation de ces aliments. Tout le nord de l'Europe vient remplir ses cales de sel. L'usage, c'est de venir avec les cales pleines de marchandises et de repartir à cales pleines du sel de Bourgneuf. Et pour Jeanne, ce sont des revenus
exceptionnellement important. À 30 ans, Jeanne est une veuve riche et puissante. Et c'est l'un des partis les plus convoités de France. Elle peut s'autoriser les projets de mariage les plus ambitieux. Jeanne de Belleville était une belle femme. C'est la répression qui lui était faite à l'époque. Philippe VI de Valois en personne, le roi de France, a dit d'elle qu'elle était la plus belle femme du royaume. Ce qu'on sait, c'est qu'elle était grande, qu'elle avait une bonne constitution. Les joues rebondies, le front haut, la taille élancée, la poitrine haute, les lèvres charnues et rouges. Tout ce qui correspondait au canon de l'époque. Et sans doute qu'elle a énormément de prétendants. Justement, Jeanne n'a pas l'intention de finir ses jours seule. Elle a certainement besoin de combler sa solitude, elle a besoin de quelqu'un pour l'épauler, mais pas n'importe qui. Visiblement, elle a des ambitions politiques. Elle veut compter en Bretagne. Donc, elle prospecte elle-même pour trouver un nouveau mariage. Jeanne commence à regarder du côté de la famille ducale. Il y a Guy de Penthièvre, qui pourrait être un très bon parti pour elle. Le frère célibataire du duc de Bretagne semble lui aussi intéressé par cette union. Elle peut se permettre d'espérer un somptueux mariage avec un prince et devenir duchesse de Bretagne, c'est-à-dire une des femmes les plus importantes de la chrétienté. Malheureusement, pour la plus grande humiliation de Jeanne, Guy de Penthièvre trouve un meilleur parti qu'elle. Furieuse, elle lui intente un procès devant le pape pour le forcer à tenir ses engagements. L'héritier à la couronne ducale tente de la faire passer pour folle. Guy de Penthièvre dit qu'elle ment. Carrément, Jeanne de Belleville est quelqu'un qui raconte n'importe quoi par pure ambition. Le pape finit par invalider la demande de Jeanne, mais elle ne se laisse pas abattre. Quelques mois plus tard, elle a déjà un nouveau projet de mariage. Cette fois, elle a jeté son dévolu sur un très beau parti breton, veuf lui aussi, Olivier de Clisson, qu'elle épouse en 1330. Olivier Clisson, c'est le plus grand seigneur des Marches de Bretagne, appartenant à la moyenne noblesse mais en pleine ascension sociale, et qui est très proche des rois de France. C'est une personnalité très forte, c'est un bâtisseur. Olivier de Clisson est lui aussi extrêmement ambitieux, lui aussi cherche à accroître sa puissance et son influence. Donc en fait, il a tout pour plaire à Jeanne, et elle, riche héritière, elle a tout pour lui plaire aussi. C'est deux veuves qui se réunissent, donc deux patrimoines, ce qui fait qu'en réunissant les deux patrimoines, eh bien, ils deviennent les plus grands seigneurs du Poitou. Olivier et Jeanne s'installent ensemble dans le château des Clissons. Ils s'aiment et se ressemblent. Combatifs et audacieux, ils ont tous les deux un grand sens des affaires et partagent le même goût du luxe et du raffinement. La Bibliothèque nationale de France conserve aujourd'hui encore un témoignage rare de ce train de vie princier. Il s'agit du livre de prières de Jeanne. Le fait que ce manuscrit ait fait partie des collections de Jeanne de Belleville nous éclaire sur son importance historique, puisque peut-être s'agit-il ici d'un cadeau du roi lors de son mariage avec Olivier IV de Clisson. Et donc, cela l'a fait figurer au sein de l'entourage royal. Digne des plus beaux manuscrits royaux, ce bréviaire a été réalisé par les artistes les plus talentueux de l'époque. Les enluminures sont très raffinées et témoignent d'un degré de virtuosité qui place ce manuscrit au premier rang des chefs-d'œuvre de l'enluminure gothique. Et cela avait forcément un coût assez élevé, ne serait-ce que par la matière première, le parchemin qui est d'une excellente qualité, ne serait-ce également que par le temps de réalisation d'un manuscrit qui pouvait prendre plusieurs années. Si Jeanne et Olivier forment un couple la plupart du temps harmonieux, il arrive aussi qu'ils se déchirent, en particulier sur les questions d'argent.
Quand Olivier épouse Jeanne, il s'engage à lui verser tous les mois une douaire qui est en fait une petite rente qui lui revient à elle et à ses enfants. Et pendant 4 années, il ne le fait pas. Et Jeanne attend, et au bout de 4 années, elle n'hésite pas. Elle finit par faire un procès à son mari. Et elle va se plaindre auprès du roi de France. Alors Olivier s'amende, il demande pardon, et enfin il se met à payer la somme qu'il lui doit. C'est une femme qui ne voulait pas s'en laisser imposer, qui voulait qu'on respecte le droit, la justice, l'équité. Jeanne n'hésite pas à traîner son propre mari devant le roi, sans faire de sentiments. Elle a pris son temps, mais il ne faut pas lui faire de promesses en l'air à Jeanne. Mais les procès n'ont pas endommagé la vie affective de Jeanne et Olivier. Ensemble, ils auront 4 enfants, dont un qui mourra très jeune. Bon, ben, cet accrochage judiciaire était un accrochage patrimonial et politique qui a été résolu, et on va de l'avant. Vous l'avez compris, Jeanne n'est pas du genre à se laisser impressionner. Ce qui compte avant tout pour elle, c'est la construction d'un patrimoine et l'héritage qu'elle va laisser à ses enfants. Son premier mariage lui a déjà permis d'agrandir son domaine, avec notamment cette imposante forteresse, ce château de Châteaubriand. Une bâtisse dans laquelle elle a vécu avec son mari Geoffroy, seigneur de Châteaubriand. Au XIVe siècle, ces logis Renaissance n'existent pas. Et à la place de ces jardins, il y a une basse-cour. À l'époque de Jeanne, il y a aussi ce châtelet qui défend l'entrée de la cour seigneuriale. Il est complété par des tours percées d'archères, c'est-à-dire des meurtrières qui permettent de tirer à l'arc. Un pont-levis à bascule et une herse en verrouillent alors l'entrée, mais ils ont aujourd'hui disparu. Châteaubriand est situé dans une région particulièrement sensible au Moyen-Âge, que l'on appelle les Marches de Bretagne. C'est une frontière entre le royaume de France et le duché de Bretagne, hérité de l'époque carolingienne. Au fil des siècles, une série de forteresses va émerger sur cette ligne, formant une zone tampon entre les deux territoires. Un endroit stratégique où les alliances fluctuent en fonction des intérêts et des conflits. Au début des années 1340, c'est la guerre de 100 ans qui débute. Les grands seigneurs sont appelés à choisir leur camp, et cela va avoir des conséquences dramatiques pour Jeanne et Olivier. Les royaumes de France et d'Angleterre sont en crise. C'est le début de ce qu'on appelle la guerre de 100 ans, qui est une guerre de dynastie. Le roi d'Angleterre prétend que c'est lui l'héritier du trône de France. L'Angleterre donc envoie des troupes combattre en France. Elle veut même envahir militairement le territoire. Or, au même moment, en Bretagne, nous arrive un événement pas prévu. Le duc de Bretagne décède sans descendance. La question de la succession au duché de Bretagne, c'est un vrai problème. Il faut absolument, pour le roi de France, que ce soit un candidat de mouvance française, et pour le roi d'Angleterre, que ce soit quelqu'un proche des Plantagenets. Et à ce moment-là, la Bretagne se scinde en deux, puisqu'il y a 2 prétendants à la couronne ducale. Jean de Montfort, qui est soutenu par les Anglais, et Charles de Blois, qui est soutenu par le roi de France. C'est une mini-guerre de 100 ans, en fait, une mini-guerre entre la France et l'Angleterre, qui va se mener au sein même de la Bretagne. Le territoire de Jeanne et Olivier, situé aux frontières de la Bretagne, entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre, devient une pièce maîtresse dans ce conflit. Entre Philippe VI de Valois et Édouard III d'Angleterre, Olivier de Clisson
doit choisir son camp. Le roi de France et Olivier de Clisson se connaissent depuis très très longtemps, puisque Philippe VI, avant qu'il devienne roi de France, avait Olivier de Clisson comme compagnon d'armes. Philippe VI de Valois avait beaucoup d'affection, beaucoup d'estime pour Olivier de Clisson, qu'il couvrait de cadeaux. Et il l'appelait mon moult aimé, c'est-à-dire que c'était un ami très très proche. Olivier choisit donc de se ranger du côté français. Il quitte Jeanne pour prendre part à la guerre de succession de Bretagne. Il va se battre, il va sur les champs de bataille, il part l'épée au poing et il guerroie. Et il n'hésite pas à déchaîner la violence quand il le faut au nom du roi de France. Il s'est fait remarquer comme un très bon combattant qui n'avait pas froid aux yeux sur les champs de bataille. Olivier a l'estime et la confiance du roi de France, au point qu'en 1342, il lui confie la défense de la ville de Vannes, assiégée par le camp anglais. Dans le cadre de la guerre de succession, ce siège est capital, puisque si la ville bascule, un centre commercial très important et une cité stratégique basculera du côté des Anglais. Olivier de Clisson est le commandant en chef de cette place forte. Il se doit donc d'entretenir le moral de ses troupes, de les encourager dans le combat. Ce sont des combats meurtriers. L'on reçoit des flèches, des carreaux d'arbalète, donc la situation est tendue. Il faut donc que ce soit un vrai chef de guerre, un meneur d'hommes. Le siège s'éternise et les Anglais saccagent le territoire. Coincé derrière les remparts, Olivier de Clisson tente une sortie avec ses troupes pour attaquer ses assaillants. L'initiative est un échec. La ville de Vannes passe dans le camp anglais et Olivier est fait prisonnier. Et là, à ce moment-là, on se dit, mais Olivier de Clisson, ce grand seigneur breton pris par les Anglais, qu'est-ce que le roi d'Angleterre va demander en échange de sa libération? Olivier de Clisson est relâché assez précocement et à la grande surprise du roi de France pour une rançon ridicule. Compte tenu de son importance, de sa relation avec le roi de France, c'est effectivement anormal, quelque part. Donc on pouvait suspecter de la part du roi d'Angleterre une certaine indulgence, une certaine connivence même avec Olivier de Clisson. Le roi de France commence à douter de la loyauté d'Olivier de Clisson. Cette histoire de rançon qui est bien en dessous de ce qu'il vaudrait l'incline à penser que Olivier de Clisson commence à avoir des amis du côté anglais. Olivier est libre, mais il a perdu la confiance du roi de France. Une nouvelle menace plane désormais sur son avenir et sur celui de Jeanne. Le répit du couple sera de courte durée. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent autour d'Olivier de Clisson. On pense qu'il a commencé à changer de camp. La rupture d'allégeance d'Olivier de Clisson commençait à se sentir du côté français, mais on n'en avait pas la preuve. Cette preuve, c'est un malheureux conte anglais qu'il apporte à Philippe VI après avoir eu une très mauvaise surprise en rentrant chez lui. Pendant que cet officier anglais combattait en France pour le roi d'Angleterre séduisait sa femme. Humilié, cet allié du roi d'Angleterre règle ses comptes à l'aide d'un document explosif. Le comte de Salisbury était présent lorsqu'Olivier de Clisson et le roi d'Angleterre ont signé des lettres d'alliance, et il détient ces lettres d'alliance. Pour se venger d'Édouard III, le comte de Salisbury fait connaître à Philippe VI de Valois les courriers que le roi d'Angleterre avait échangés avec Olivier de Clisson. Pour lui, c'est une double trahison, c'est-à-dire que c'est un ami qui l'a trahi et un chef militaire. Philippe VI ne compte pas en rester là. Olivier de Clisson doit payer. Mais il y a un problème. Le roi de France vient de s'engager à mettre fin aux hostilités en signant avec Édouard III une trêve. Elle a été conclue à Malestroit, en Bretagne, dans cette petite chapelle romane. Les émissaires du roi de France et du roi d'Angleterre se rencontrent ici pour passer une paix, une trêve.
Dans cette trêve, il est spécifié, noir sur blanc, que désormais, tous ceux qui ont participé à la guerre jouissent dans le territoire du roi de France ou d'Angleterre d'une pleine liberté de mouvement. Ils sont saufs. Pour Olivier de Clisson, cette paix est une aubaine, puisqu'il peut partir dans ses terres, s'occuper de sa famille, revoir Jeanne de Belleville, son épouse. C'est sans compter le désir de vengeance de Philippe VI. La trêve à peine débutée, au printemps 1343, le roi de France tente un piège à Olivier de Clisson pour en finir une bonne fois pour toutes avec son déloyal allié. Philippe VI organise un tournoi à Paris et il y invite tous les seigneurs de son royaume, dont Olivier de Clisson. Olivier de Clisson ne sait pas à ce moment-là que le comte de Salisbury a fait connaître les preuves de sa forfaiture au roi de France. Comme nous sommes en période de trêve, Olivier de Clisson n'a pas à s'inquiéter. C'est donc sans crainte qu'il se rend au tournoi organisé en juillet à Paris. Quant à Jeanne, elle est assez inquiète. Intuition féminine, on va dire. Cette invitation ne lui dit rien qui vaille. Elle ne le sent pas, comme on dirait aujourd'hui. Olivier arrive à Paris pour les joutes. Et là, Philippe VI referme son piège sur lui. Les gardes du roi s'emparent de lui et le jettent en prison. Le crime dont Olivier de Clisson doit répondre est très grave. Son acte d'accusation est conservé aux Archives nationales, dans l'un des plus anciens registres du Parlement de Paris, la Cour suprême du Royaume. L'an de grâce 1343, le samedi second jour d'août, Messire Olivier, sire de Clisson, chevalier, prisonnier au Châtelet de Paris, pour plusieurs trahisons et autres crimes perpétrés par lui contre le roi et la couronne de France et alliance qu'il avait faite au roi d'Angleterre, ennemi du roi et du royaume de France. Là, le qualificatif de crime de lèse-majesté apparaît. C'est vraiment l'une des toutes premières fois qu'on utilise cette qualification. Crime de lèse-majesté, ça veut dire qu'on a porté atteinte à la personne du roi. Là, en l'occurrence, il est accusé de l'avoir trahi. Et pour cela, il n'y a qu'une seule issue, c'est la peine capitale. Jeanne de Belleville l'apprend et elle va tout faire pour libérer son mari. Elle n'est pas femme à laisser le roi de France emprisonner son mari sans tenter quelque chose. Elle va réussir à trouver un sergent du roi qui veut bien, en échange évidemment d'une bourse, faire passer un message à Olivier, sans doute pour le faire évader. Il faut quand même oser. Elle a carrément comploté, elle a soudoyé un sergent, elle a soudoyé des gardes qui risquent la mort. Le problème, c'est que le message est intercepté par le roi de France. Et Olivier n'aura jamais de message. Il ne saura même pas que sa femme a essayé de le faire évader. À ce moment-là, Philippe VI convoque Jeanne au Parlement et elle doit, elle aussi, répondre de rébellion envers le roi. Autant vous dire qu'elle s'en moque. Cet épisode nous montre une Jeanne de Belleville extrêmement courageuse, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a peur de rien, pas même du roi de France. Quelques jours après, Philippe VI fait tomber son couperet sur le mari de Jeanne. Sans procès, il le condamne à mort pour trahison. Le 3 août arrive le jour de l'exécution d'Olivier, qui est quelque chose d'épouvantable. On le sort de la prison du Châtelet et il va être traîné comme ça dans les rues de Paris, avec les mains liées dans le dos, juste avec une chemise de lin. Évidemment, il y a tout un tas de spectateurs, hein. Beaucoup de gens venaient pour regarder. Il y a de quoi ravir tous ceux qui estiment que le Moyen-Âge est une période dégoulinant d'hémoglobine, pleine de fureur et de chaos.
Mais en plus, le traitement réservé à son corps devient là véritablement objet de scandale pour la noblesse du temps. On va pousser l'ignominie jusqu'au bout. Son corps, lui, va être pendu au fameux gibet de Montfaucon, dans le nord-est de Paris, où les pires mécréants sont pendus et exposés, pour faire exemple. Olivier de Clisson a vu son corps démembré, exposé à la vindicte populaire comme un manant, comme un criminel de bas étage. Philippe VI de Valois, le roi de France, a traité plus bas que terre son ancien ami. Ce qu'il veut, c'est mettre fin net, tout de suite, à cette affaire et envoyer un message clair à la noblesse de Bretagne. C'est-à-dire, vous me trahissez, je vous confisque tous vos biens et vous êtes exécuté de la pire des manières. Pour que son message soit bien compris, le roi réserve un traitement spécial à la tête d'Olivier de Clisson qu'il envoie jusqu'au pied des remparts de Nantes. La tête d'Olivier Clisson est promenée partout en France en guise d'exemple. Elle arrive jusqu'à la ville de Nantes, une ville qui hésite entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Elle est donc montrée un exemple au tout venant, pour que la population comprenne qu'il faut se soumettre au roi de France. Mais en Bretagne, pendant très longtemps, on n'y croit pas. On ne peut pas imaginer que le roi de France ait osé faire pareille chose. Pire qu'un crime, c'est une erreur politique majeure, faite vraisemblablement sous le coup de l'émotion. Et en cela, Philippe VI ne se montre pas digne du roi de justice qu'il est censé être. On dira de lui qu'il a été excessif, qu'il a été trop colérique, qu'il s'est emporté. Ce qui au départ était une peine exemplaire pour impressionner la foule et pour pousser les gens à la fidélité au roi de France a dû se retourner contre lui. Scandalisés par la cruauté de Philippe VI, de nombreux seigneurs bretons choisissent de rallier le camp anglais. À ce moment-là, Jeanne de Belleville fait le serment devant ses enfants de venger le père qui a été injustement condamné et exécuté. Elle a au fond d'elle un désir de vengeance qui va devenir irraisonnable. Ce qu'elle veut, en fait, c'est faire payer au roi de France et à la France l'exécution de son mari et tous les malheurs qui s'abattent sur elle. C'est le début de l'épopée de Jeanne de Belleville. Lorsqu'elle apprend la nouvelle de l'exécution d'Olivier, Jeanne se trouve certainement ici à Clisson, dans cette majestueuse forteresse qui se dresse derrière moi. Ce château appartient à la famille d'Olivier depuis le XIe siècle. Nous sommes ici à une trentaine de kilomètres de Nantes. Comme Châteaubriand, Clisson fait partie des forteresses des Marches de Bretagne. Elle permet de contrôler l'entrée sud-est des Marches, un territoire situé aux confins de plusieurs provinces, Bretagne, Anjou et Poitou. Devant ce magnifique point de vue, on comprend facilement pourquoi ce lieu a été choisi, il y a 10 siècles, pour créer un site de défense. Le château de Clisson est construit sur un éperon rocheux, difficile d'accès, et dominant le confluent de la Sèvre nantaise et de la Moine, difficile à traverser. Il faut aussi imaginer à l'époque de Jeanne de Belleville une grande forêt qui permet aux habitants du château de disposer de toutes les ressources en bois nécessaires. Et vous allez voir que la famille de Clisson ne lésine pas sur les systèmes de défense. Cette porte est édifiée au XIIIe siècle et à cette époque, elle est l'entrée principale du château. En amont est creusé un fossé qui permet de ralentir les ennemis éventuels. En cas d'attaque, le pont-levis est relevé, la herse fermée et regardez, il y a aussi ces ouvertures au-dessus de moi par lesquelles on lance des pierres sur les assaillants. On appelle cela des assommoirs. Et contrairement à la légende, personne au Moyen-Âge ne jette d'huile bouillante du haut des remparts. C'est un produit bien trop rare et trop cher.
La nouvelle de l'exécution d'Olivier de Clisson fait peu à peu le tour de la région. Jeanne n'aura pas de mal à convaincre ses fidèles de la soutenir pour organiser sa vengeance. Il y a plusieurs choses qui se mélangent dans sa tête. Bien sûr, elle aimait son mari, donc c'est une perte terrible. Mais en plus, sa mort est vraiment injuste. Jamais il n'aurait dû être exécuté alors que nous étions en trêve. Elle est vexée, elle est humiliée, elle est furieuse. C'est tout un monde qui s'effondre pour elle. Le traitement particulièrement cruel réservé à son mari va éveiller chez Jeanne un irrépressible désir de vengeance. Ce que veut Jeanne de Belleville, et elle le dit, semble-t-il, c'est « Je veux instaurer la terreur. Je veux qu'avoir tué Olivier de Clisson soit un cataclysme pour tout ce qui est proche de la France. » Et donc c'est une femme amoureuse qui va décider d'apprendre à combattre, d'armer des navires et de faire la guerre au roi de France. Pour cela, Jeanne peut compter sur toute une armée de fidèles. Jeanne de Belleville est tout de suite soutenue par environ 400 chevaliers, des fidèles de son mari qui n'acceptent pas son exécution. Le pouvoir de commandement au Moyen-Âge ne s'arrête pas au genre. Si les hommes qui étaient sous la seigneurie de son mari considèrent qu'elle est l'instrument légitime de la volonté de son époux, même au-delà de la mort, elle est capable de lever des milliers d'hommes d'armes. Ça voulait dire aussi que les hommes qui étaient autour d'elle avaient confiance en elle, donc ce qui reflète une certaine force de caractère. Les premiers faits d'armes de Jeanne ont lieu sur la terre ferme. Elle se dirige donc vers une place forte qu'elle sait être aux mains de partisans avérés de Philippe VI de Valois, dans le but de leur nuire et de se venger sur eux. Ce château, on ne sait pas lequel c'est, mais on sait qu'il est entouré de forêts et que les chevaliers vont se cacher. Ils vont prendre le château en embuscade. Jeanne entre dans le château. Comme nous sommes en période de trêve, elle est accueillie. Lorsque les portes s'ouvrent, immédiatement, tous ses camarades qui étaient cachés dans les sous-bois entrent en force et prennent le château. Ils sont 400 contre 80, autant dire que c'est un véritable massacre. C'est-à-dire que de simples soldats qui n'ont rien à voir dans toute cette affaire, qui sont capturés, elle les fait égorger les uns après les autres par ses chevaliers. Sauf le commandant, qui s'appelle Gallois de la Heuse, qui réussit à s'échapper et donc qui, bien entendu, va aller répéter tout ça à Philippe VI, le roi de France. La légende va ensuite attribuer à Jeanne de nombreux massacres. Les épisodes les plus impitoyables se mêlent alors à quelques moments de grâce. Elle tue, elle décime, elle pille, en fait, au nom de sa vengeance. Mais en arrivant devant un village du sud de la Bretagne, le prêtre du village arrive avec une procession des gens du village et les enfants qui chantent le Salve Regina. Et à ce moment-là, en fait, Jeanne s'arrête et ne rentre pas dans le village. Et le village, en fait, est sauvé puisqu'elle elle rebrousse chemin. Donc, ce qui prouve pour moi que même tout à sa vengeance, tout à sa cruauté, elle avait quand même au fond d'elle un peu d'humanité. Semant derrière elle la mort et la désolation, Jeanne va finir par être recherchée par le roi de France. La seule solution qu'elle aura pour continuer sa vengeance et assurer sa propre sécurité, ça va être de prendre la mer. Effectivement, combattre sur mer est plus facile, notamment parce que le roi de France n'a pas vraiment de flotte. Et armer des navires marchands, c'est pas si compliqué que ça. Probablement, Jeanne de Belleville connaît la navigation, le monde des marins. Il ne faut pas oublier que ces fiefs familiaux sont des fiefs maritimes. Jeanne décide donc d'investir l'argent qui lui reste dans une petite flotte. Il est
assez hautement probable qu'elle ait acheté 2-3 navires, rémunéré un maître d'équipage. Bref, elle devient ce que, à l'époque, on peut appeler un seigneur de nef, c'est-à-dire un propriétaire de navire. En termes modernes, on dirait qu'elle se fait armatrice. À l'époque de Jeanne de Belleville, les ports sont réduits à leur plus simple expression. Celui de La Rochelle, l'un des tout premiers de l'histoire, est seulement sur le point d'émerger. Un emblème du patrimoine maritime médiéval, resté fidèle à sa conception d'origine. On a un port qui, dans sa forme générale, ressemble à peu près à ce qu'il était au Moyen-Âge. Les tours qui sont derrière moi datent du XIVe siècle. Elles permettent de barrer l'entrée du port par un système de chaînes, ce qui empêchait radicalement tout navire de traverser et de conserver un contrôle des entrées et des sorties. C'est l'exemple même de ce qu'il faut avoir pour accéder au continent, avec une structure qui permet un accès en pleine mer direct à la haute mer, sans passer par les méandres d'un estuaire, ce qui lui donne de sérieux avantages. Jeanne de Belleville n'a pas pu utiliser ni bénéficier des installations portuaires d'un port en dur. Elle a dû, elle, marcher dans la vase, rejoindre des coques et des navires émergés, attendre la marée pour pouvoir s'embarquer dans des conditions bien plus difficiles que celles que permettent un port comme celui de La Rochelle. La manœuvre est d'autant plus périlleuse que Jeanne n'embarque pas seule. Elle emmène avec elle ses 2 garçons. Sa fille est laissée à une nourrice. Ses enfants, ces 2 garçons, c'était ses trésors. C'était ses héritiers. Donc, elle ne pouvait pas ne pas les emmener. La nef sur laquelle ils embarquent accueille aussi une dizaine d'équipiers. Elle mesure une trentaine de mètres et ressemble un peu à celle qui figure encore aujourd'hui sur la façade de l'hôtel de ville de La Rochelle. Le navire au cœur des armes de La Rochelle est un bel exemple d'un navire de la fin du Moyen-Âge et qui a pu exister alors sous des formes rares, à l'époque de Jeanne de Belleville. Ce qui est nécessaire au navire atlantique médiéval, c'est une voile quadrangulaire pour le vent et des équipages à rames. Et si vous voulez prendre l'avantage au combat, il faut que vous puissiez utiliser à la fois le vent et la force des rames. Et c'est très probablement la configuration dans laquelle se trouvaient les nefs de Jeanne de Belleville. Et pour remporter des succès sur mer et faire des embuscades, il faut pouvoir bénéficier des 2 techniques à la fois. Après, il y a une mise en scène, en fait, puisque dans les textes, on explique qu'elle fait repeindre les navires en noir, elle les équipe de voiles rouges sang pour frapper les esprits. Une fois en mer, Jeanne continue de venger le nom des Clisson selon une stratégie bien précise. Son intention est de continuer le combat contre l'intérêt du roi de France et en particulier son commerce. Parce qu'à l'époque, on a quand même de véritables fortunes qui passent en mer. On a par exemple le vin d'Espagne qui monte vers l'Europe du Nord. On a les cargaisons de sel, y compris celui de Jeanne, qui arrive de la baie de Bourgneuf ou de l'île de Ré, qui monte vers les ports de la mer Baltique. Avec son équipage, Jeanne va donc attaquer les navires marchands français. Il s'agit de s'embusquer en mer. Alors, du côté de l'île de Dieu, par exemple, c'est un endroit excellent. Prendre une bonne position au vent, attendre qu'un navire arrive et vous avez la bonne position au vent et lui ne l'a pas. On organise une route pour venir le croiser. Et là, on se met bord à bord. C'est ce qu'on appelle l'abordage. Tout comme si on attaquait un château, on saute d'un bord à l'autre, on égorge tout le monde le plus vite possible. Et à ce moment-là, on s'empare de la cargaison. C'est sanglant et rapide.
Ces raids permettent à Jeanne de Belleville d'assouvir sa soif de vengeance, mais aussi de trouver de quoi se nourrir. C'est très difficile, en fait, de pouvoir s'approvisionner quand on est sur un bateau. S'approvisionner en nourriture relativement fraîche et en eau potable. Il est très probable, même certain, que ces équipages récupéraient des vivres et peut-être quelques objets de valeur pour leur propre intérêt. Mais Jeanne de Belleville ne cherchait pas à faire fortune en essayant de capturer des navires marchands français. Le but, c'est clairement de déstabiliser le roi de France. C'est aussi une humiliation. Il ne peut pas garantir en fait la sécurité des marchands étrangers qui naviguent le long de ses côtes. Et ça, c'est désastreux en termes d'image. Philippe VI, dont la flotte a été anéantie par les Anglais, est incapable de mettre fin aux exactions de Jeanne de Belleville. La seule chose qu'il peut faire, c'est la condamner en justice. Depuis qu'elle a tenté de faire évader son mari, Jeanne est sous le coup d'une convocation de la justice à laquelle elle ne s'est évidemment jamais présentée. Le procès a donc lieu en son absence. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été convoquée au Parlement pour se justifier de divers crimes. Elle a été ajournée une première fois, elle n'est pas venue. Une deuxième fois, elle n'est pas venue. Une troisième fois, elle n'est pas venue. Et à la quatrième, eh bien, on l'a déclarée déchue de ses droits. Et la Cour du Parlement a pu prononcer un arrêt définitif contre elle. L'an de grâce, 1343, Madame Jeanne de Belleville, femme Feu Olivier, seigneur jadis de Clisson, chevalier, suivent les noms de 3 complices, ont été bannis par arrêt de Parlement à toujours du royaume de France et tous leurs biens déclarés être confisqués et appliqués au domaine du roi. Après cet arrêt, Jeanne de Belleville perd tout revenu, toute ressource dans le royaume de France. Elle n'a plus qu'à s'exiler et à attendre des jours meilleurs. Condamnée à l'exil et épuisée par des mois de vie en mer, Jeanne de Belleville n'a d'autre solution que de se rendre en Angleterre, où elle compte sur la bienveillance d'Édouard III. C'est le début de la guerre de 100 ans, donc quelqu'un qui a combattu le roi de France est forcément un ami du roi d'Angleterre. Quand Jeanne de Belleville se livre à de la violence sur mer contre le roi de France, elle satisfait par définition le Plantagenet qui est ravi parce que dans ce genre d'action, lui, il n'y est pour rien, c'est pas son étendard, c'est pas ses armes, il est coupable de strictement rien. Mais au Moyen-Âge, se rendre en Angleterre depuis la Vendée n'est pas si facile. Pas question de se lancer dans une grande traversée. On naviguait en restant quand même relativement près des côtes, essentiellement avec une boussole et puis également avec une sonde. Donc on peut imaginer effectivement que ces trajets sont particulièrement dangereux. Ils le sont restés, ils le sont toujours aujourd'hui pour quiconque navigue à la voile. Et une fois arrivé à Brest, le plus dur reste à faire. À partir d'ici, on est à peu près à 130 km de l'Angleterre. Il y a ces passages délicats qui sont à franchir, le Ratsin, le passage du Four, et tout ça nécessite de prendre beaucoup de précautions, de relever des amers et de savoir effectivement quel cap adopter avec, encore une fois, une boussole qui donne probablement pas des indications aussi précises que ce que l'on peut avoir aujourd'hui avec nos outils actuels. Après une traversée d'une vingtaine de jours, Jeanne peut enfin trouver un peu de repos. En Angleterre, elle est accueillie en alliée. Je vous retrouve au château de l'Île-Dieu, construit par Jeanne de Belleville. Après son bannissement, cette forteresse tombe elle aussi dans l'escarcelle du roi de France. De l'autre côté de la Manche, Jeanne enrage de voir ses terres, son trésor, l'héritage de ses enfants
ainsi confisqués. Il faudra attendre plus de 30 ans pour que ce château revienne dans le giron de la famille Clisson. Je suis ici dans ce qu'il reste des bâtiments d'habitation. On trouvait autour de cette cour une cuisine, une boulangerie, une forge, mais aussi et surtout des bâtiments dédiés à la surveillance et à la défense. L'assaillant anglais n'est jamais très loin. Au XVIe siècle, le château est même doté d'une défense bastonnée en étoile, inspirée des châteaux italiens, une technique qui sera perfectionnée plus tard par Vauban. Mais le temps poursuit son œuvre et entraîne peu à peu le déclin du château. À la fin du XVIIe siècle, il subit le même sort que les autres forteresses médiévales du littoral, jugées vulnérables et vétustes. Louis XIV le démantèle à coups de boulets de canon. 2 tours sont en partie détruites et le pont-levis s'effondre. Le château est alors coupé du monde. Une fois exilée en Angleterre, Jeanne, elle, ne compte pas du tout se couper du monde. Au contraire, plus combative que jamais, elle tente par tous les moyens de récupérer ses terres. Elle peut pour cela compter sur l'appui de son nouveau mari. Jeanne de Belleville reçoit un très très bon accueil à la cour d'Angleterre parce qu'elle est une belle prise en fait. C'est quand même quelqu'un qui a été une alliée très importante puisqu'elle a tenu en respect une partie de la flotte française. Le roi d'Angleterre l'accueille vraiment à bras ouverts. Quand il parle d'elle, il parle de notre chère cousine, la dame de Clisson. Donc elle fait quasiment partie de la famille. Jeanne est en Angleterre, mais ce n'est pas la Dolce Vita pour autant. Elle a un but maintenant, c'est récupérer tout ce qui lui a été pris. Jeanne de Belleville, elle conserve cet objectif ferme, mais très fermement même. Stratégie numéro 1, retrouver sa seigneurie, sans quoi elle n'est plus rien. Mais il y a un problème. Le roi de France, Philippe VI, n'a pas oublié Jeanne de Belleville. En 1347, lors de la trêve de Calais, elle est même citée comme une dangereuse opposante au royaume de France. Dans cette trêve, on établit 2 listes. Une liste des alliés du roi d'Angleterre d'un côté et une liste des alliés du roi de France de l'autre. Et dans la liste des alliés du roi d'Angleterre, il y a un petit nom qui apparaît à la fin, et c'est celui de la dame de Clisson. Elle est nommée parce qu'elle veut absolument récupérer ses terres. Pour le roi de France, Jeanne de Belleville fait partie du cercle étroit de ses ennemis les plus renommés, les plus évidents, les plus dangereux. Jeanne de Belleville, elle est une bannie, certes, mais qui s'est élevée au statut de presque un premier ennemi de la couronne de Philippe VI de Valois. Pour faire patienter Jeanne, qui n'a plus de quoi vivre, le roi d'Angleterre lui concède des terres qui lui assurent quelques revenus. Elles sont dans l'actuel Morbihan, dans la région de Hennebont. Cette petite cité bretonne est alors un fief anglais. Comme beaucoup de villes de Bretagne, de ces villes médiévales, elle est sur une rivière, à 4 lieues, donc à peu près 12 km de l'océan. Donc avoir un point d'attache sur la côte sud de Bretagne, eh bien c'est extrêmement important pour la marine anglaise, y compris la marine de commerce, puisque ça ouvre un port sur le sud et directement vers la Guyenne, qui est une de leurs possessions. Hennebont est alors tenu par une autre Jeanne, celle que l'on appelle Jeanne de Flandre, surnommée aussi Jeanne la Flamme. On peut imaginer que Jeanne de Flandre est une sorte de modèle ou d'égérie pour Jeanne de Belleville, puisque c'est un personnage qui a une importance très grande dans cette guerre de succession de Bretagne, notamment par ses hauts faits d'armes, où on nous raconte, en mai 1342, elle a fait défaire les pavés des rues et les projeter sur les ennemis. On raconte que, profitant qu'une partie du champ de bataille était découvert, elle est sortie par une porte de la ville d'Hennebont, a été incendié le camp de ses ennemis franco-bretons. Galvanisée par les exploits de Jeanne la Flamme, Jeanne de Belleville reste combative et ne perd pas de vue l'objectif qu'elle s'est fixé. Mais elle comprend que seule,
elle n'y arrivera jamais. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se marier. Elle va se remarier à nouveau, une 3e fois. Et elle se marie avec qui? Avec un lieutenant du roi d'Angleterre, un proche qui s'appelle Walter Bentley. Walter Bentley est un Anglais issu d'une famille relativement fortunée qui a du bien dans le sud de l'Angleterre. Il aime aussi beaucoup les causes perdues. C'est certainement pour ça qu'il est attiré par Jeanne et par son histoire. Et il va beaucoup l'aider, puisqu'il devient lieutenant principal d'Édouard III en Bretagne. Comme c'est un des bras droits du roi pour la conduite des opérations militaires, elle imagine que ce mariage va lui être profitable dans le sens où il va pouvoir guider ce bras droit vers des objectifs qui sont les siens, à savoir reconquérir sa seigneurie. Jeanne a vu juste. Grâce à l'appui de Walter, elle finit par convaincre Édouard III de lui rendre son patrimoine. Le roi d'Angleterre donne à Jeanne ses terres sur le papier, mais concrètement, c'est beaucoup plus compliqué. Les terres que lui a redonnées le roi d'Angleterre, en fait, ont été données déjà par le roi de France à d'autres Français. Donc concrètement, ils n'ont pas vraiment d'autorité sur ces territoires. La seule solution est donc d'aller se battre. Bras armé de Jeanne, Walter Bentley part pour la Vendée, récupérer le commandement de son précieux héritage. Au cœur de ce domaine très disputé, il y a le château de Noirmoutier, qui aujourd'hui encore domine la baie de Bourgneuf et ses marais salants, chers à la famille Belleville. Ces châteaux est un donjon féodal construit au XIIe siècle. C'est un véritable cube et il est parfaitement facile à défendre. À l'époque de Jeanne, nous avons des archères depuis lesquelles on peut lancer des flèches ou des carreaux d'arbalète. Si vous voulez la prendre, il faut monter au toit avec des échelles, des crochets. Vous imaginez bien que c'est pratiquement impossible. Walter Bentley va pourtant prouver le contraire en reprenant ce château à un mercenaire du nom de Raoul Cahour, installé dans cette forteresse depuis qu'elle a été confisquée à Jeanne. Bentley se bat contre Raoul Cahour et une guerre entre ces deux hommes, l'un pour le roi d'Angleterre, l'autre pour le roi de France, devient une affaire presque personnelle. Il y aura donc des guerres, mais aussi des batailles navales, jusqu'à ce que Jeanne réussisse à déloger Raoul Cahour de ce château. Mais en ce début de guerre de 100 ans, la situation est partout très instable. Une fois repris, le château de Noirmoutier va sans cesse changer de main. Et malgré les efforts de Jeanne et Walter, récupérer les terres des Belleville va s'avérer être un projet presque illusoire. Walter Bentley fait ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire qu'il est un bon mari, il défend les intérêts de son épouse. Ça va lui apporter parfois l'inimitié du souverain, parce qu'il a été loin en voulant vraiment défendre la seigneurie de Belleville, alors que les objectifs du roi Édouard III étaient parfois d'en décider autrement. Ainsi, lorsqu'il est question de céder à un des alliés du roi d'Angleterre des places fortes appartenant à son épouse, Walter refuse tout simplement d'obtempérer. C'est Walter Bentley qui est chargé de les lui remettre, mais il refuse. Il refuse parce que s'il le fait, tout leur projet à Jeanne et à Walter de récupérer les terres des Belleville tombe à l'eau, définitivement. Édouard III va convoquer Walter Bentley en Angleterre. Donc Jeanne, une deuxième fois, voit partir son mari pour une convocation d'un roi. Et elle n'est pas sûre qu'il va rentrer. Puisque Walter se rebelle et qu'il refuse d'obéir, eh bien, il est emprisonné 1 an. Et durant cette année, le peu d'autorité qu'ils avaient réussi à récupérer sur leur terre, eh bien, ils la perdent. Quelques années plus tard, Jeanne et Walter disparaissent coup sur coup. Jeanne meurt à près de 60 ans,
sans avoir pu mener à bien ce projet auquel elle tenait tant. L'échec de reconquérir ses biens a dû l'anéantir, parce qu'elle là, elle s'est rendue compte qu'elle n'y parviendrait pas. Il est vraisemblable que, vu ce qu'elle a vécu, c'était une femme épuisée, aussi bien physiquement que moralement. Les hommes pensent sans doute que Jeanne était une virago, une hystérique, puisque finalement, elle se battait avec les mêmes armes qu'eux. Pour moi, c'était une femme de tête, une femme qui avait énormément de ressources au fond d'elle. C'est ce que j'admire le plus chez Jeanne, c'est vraiment sa force de caractère, c'est sa détermination. Et malgré les difficultés les plus cruelles, elle n'abandonne pas. Et au contraire, elle continue et elle réussit ou pas, peu importe, mais elle s'accroche. Et ça, c'est quelque chose de très beau, en fait. C'est vraiment la grande héroïne romantique du 19e siècle et même du 20e siècle. C'est de cette audace et de cette fougue dont va hériter son fils Olivier de Clisson. D'abord étoile montante de l'armée anglaise, il devient une personnalité incontournable de cette fin de XIVe siècle. Olivier de Clisson est un chevalier hors pair. C'est un homme de guerre, un homme d'armes, très brillant, très tôt. Olivier a fait une belle carrière dans l'armée anglaise. Il s'est même illustré au cours de la bataille d'Auray. Il a reçu un coup d'épée dans l'œil, donc qui l'a totalement éborgné. Ça l'a pas empêché, jusqu'à la nuit tombée, de continuer à batailler, alors que la blessure pouvait lui être fatale. Donc on l'a surnommé d'ailleurs le borgne d'Auray ou le boucher d'Auray. Olivier de Clisson a la réputation d'être une brute, d'être assez cruel. Et on a tendance à penser qu'il tient ce caractère très fort de sa mère. Selon la légende, Olivier de Clisson aurait été initié à la guerre hyper jeune, très jeune. Olivier de Clisson aurait connu le sang, le goût du sang, très tôt. Et il est possible que sa mère lui ait montré, avec d'autres personnes, lui ait montré comment il fallait faire. Puis, après la mort de sa mère, il va passer du côté français. Il va devenir le meilleur ami du Guesclin, puis grand connétable de France. Et en fait, son empire sera encore plus grand que celui de son père et de sa mère. Car, à force de persévérance, Olivier a fini par remettre la main sur son précieux héritage grâce au traité de Bretigny de 1360. Alors c'est un traité très important entre le roi de France et le roi d'Angleterre, et il y a des clauses spécifiques qui mentionnent Olivier de Clisson et les terres de Belleville. C'est-à-dire que dans le traité, il est mentionné noir sur blanc qu'Olivier de Clisson doit être pardonné et on doit lui restituer tous les biens à la fois de sa mère et de son père. C'est-à-dire un patrimoine très important. Preuve de sa puissance, cette forteresse qu'il fait construire à Josselin, dans l'actuel Morbihan. Depuis ce quartier général, Olivier V de Clisson n'hésite pas à défier le duc de Bretagne. Olivier de Clisson a choisi le site de Josselin parce qu'il est situé au carrefour des routes qui vont du nord au sud de la Bretagne et de l'est à l'ouest. Le château de Clisson comportait un donjon et 9 tours, avec un mur d'enceinte qui faisait 25 mètres de hauteur. Donc c'était une des plus puissantes forteresses de Bretagne et une des très puissantes forteresses françaises. Fin stratège militaire, mais aussi homme d'affaires avisé, Olivier de Clisson devient l'un des hommes les plus riches de son temps. Jeanne de Belleville a donné à Clisson l'assise de sa fortune. Au départ, il lui doit tout. Après ça, il s'est fait lui-même. À la Renaissance, l'arrière-petit-fils d'Olivier V de Clisson transforme la forteresse en demeure d'agrément. C'est à cette époque qu'est réalisée cette extraordinaire façade sculptée. C'est une façade qui est tout à fait exceptionnelle et à peu près unique en son genre, parce qu'elle a été sculptée dans le granit, matériau dont on sait qu'il n'est pas particulièrement plastique. C'est une dentelle de pierre
C'est ce qui la rend très originale. Démantelée par Richelieu, la forteresse de Josselin est restée inhabitée pendant plus de 200 ans. Aujourd'hui, ce sont toujours les descendants de Jeanne et Olivier qui occupent le château. Il a, entre-temps, été largement restauré au XIXe siècle. Du temps de Clisson, il n'y avait pas de grandes pièces comme celle-ci, mais au contraire une série de petites pièces, et il n'y avait pas d'ouverture sur la rivière. Les fenêtres ont été aménagées, creusées au moment de la restauration du château, parce que c'est pas comme avant, elles étaient beaucoup plus petites. Sur les murs de ce salon, une galerie de portraits. Tous des descendants de Jeanne de Belleville. Dominant la grande salle de réception, son fils Olivier a eu droit à une statue monumentale. C'est le très grand homme de la famille. Il a occupé dans l'histoire de France et l'histoire de Bretagne un rôle tout à fait éminent. Il tient dans sa main droite une épée qu'il tient tout droit. Cette épée est la marque de son grade, celui de connétable. Il la tient droite parce que dans les batailles, il se tient à côté du roi et il doit être visible à tout moment. Et sa devise, c'est « pour ce qui me plaît », qui correspond tout à fait à son tempérament, car il n'a jamais fait que ce qu'il avait voulu. Olivier V de Clisson possédera jusqu'à un cinquième de la Bretagne. Au total, une soixantaine de propriétés s'étendant de la Normandie au Poitou. Je suis heureux de vous retrouver au château de Clisson. À la fin du XVe siècle, c'est le duc de Bretagne qui en devient propriétaire. Dans le contexte très troublé de la guerre franco-bretonne qui l'oppose au roi de France, il décide d'adapter le château au canon. Il fait construire 2 tours d'artillerie composées de chemins de ronde percés de machicoulis et de canonnières. Plus tard, c'est le sculpteur de Napoléon, François-Frédéric Lemot, qui va s'enticher du château de Clisson. Au début du XIXe siècle, il est à l'abandon et envahi par la végétation. L'artiste le transforme alors en ruine romantique et décide de faire de Clisson un petit coin d'Italie. Il se fait construire une demeure dans le style toscan et ce style va infuser dans toute la ville jusqu'à l'église et son étonnant campanile qui se trouve derrière moi. Aujourd'hui encore, on se croirait ici davantage en Toscane que dans l'ouest de la France. Écumeurs des mers, boucaniers, flibustiers, forbans, depuis l'Antiquité, on a cherché toutes sortes de mots pour parler de ces brigands des mers. L'âge d'or des pirates, c'est le XVIIIe siècle, mais vous allez voir qu'ils ont existé de tout temps et sur toutes les mers du monde. Le premier pirate connu de l'histoire apparaît 2 siècles avant Jeanne de Belleville. Eustache Lemoine est le premier dans nos archives et dans les chroniques qui sort du Moyen-Âge, appelé par les textes comme étant un pirate. Alors, c'est un mot qui s'était oublié depuis l'Antiquité, qui avait disparu, en fait, sans doute autour des 3e et 4e siècles. Donc, on retrouve ce mot pirate, et la première fois qu'il est lâché, c'est à propos de ce Eustache Lemoine, ou Eustace Lemoine, dont on dit qu'il est déloyal, qu'il est traître, qu'il a une réputation atroce. Comme la plupart des pirates, Eustache Lemoine a très mal fini. Décapité, la tête promenée au bout d'une pique dans les ports du sud de l'Angleterre. C'est avec les débuts du commerce maritime, à l'époque de Jeanne, que la piraterie connaît un premier essor. C'est le fait des gens de nos côtes qui sont contraints de devenir des malandrains, donc des brigands non pas de grands chemins, mais de voies maritimes.
Donc ce sont des gens qui sont rejetés par la société et qui font le pari finalement d'adopter cette vie de pirate, sachant que la vie est meilleure, sachant qu'on mange mieux, sachant qu'on travaille moins, et puis qu'on peut peut-être aussi espérer faire fortune. Mais ce mode de vie est alors particulièrement mal compris par le commun des mortels. Les gens de mer, que l'on appelle les mariniers, forment un monde à part. Chacun sait qu'il y a 3 sortes d'hommes sur Terre. Il y a les vivants, il y a les morts et il y a les marins. Alors il faut comprendre qu'au Moyen-Âge, les mariniers sont des gens très particuliers. Ce sont des gens qui sont capables d'aller en mer, qui savent naviguer, qui s'exposent à des risques extrêmes, qui défient même la religion. Si vous devez périr en mer, le vrai problème mental qui se pose pour l'époque, c'est que vous perdez votre corps qui sera englouti. Or, dans l'esprit chrétien de cette époque, pour se présenter devant son Créateur au jugement dernier, il faut avoir un corps. Celui qui s'est abîmé en mer n'a plus de corps. C'est terrible, la sanction de la mort en mer. Mais pour certains, la perspective de faire fortune en mer relègue au second plan l'angoisse du jugement dernier. Surtout quand au XVIIe siècle, de fantastiques trésors traversent les océans. L'âge d'or de la piraterie va apparaître lorsque des cargaisons à valeur ajoutée énorme, absolument considérables vont apparaître, mais ça va se passer de l'autre côté de l'Atlantique. Découverte du Nouveau Monde, conquistadors, empire inca, des masses d'or, de pierres précieuses et d'argent qui, 2 fois par an, traversent l'Atlantique pour rejoindre l'Espagne en passant par l'arc des Antilles. Et aux Antilles, on a des chapelets d'îles, beaucoup de hauts fonds qui obligent les galions espagnols, les gros bateaux de transport, à passer dans des endroits très précis, où il est facile de les attendre en embuscade pour les attaquer. À cette époque, les pirates ne sont plus des loups solitaires comme l'était Jeanne de Belleville. Ils agissent de façon concertée et méthodique. Les pirates sont des gens qui ont besoin d'avoir une organisation. On a souvent parlé de confédération de pirates. Effectivement, chez les pirates, il y a des règlements internes à bord. On se choisit un capitaine qui peut être destitué. On sait comment sont payés les gens, quand un canonnier est mieux payé qu'un simple matelot, etc., etc. Il y a même une sécurité sociale. Si après un combat vous perdez un bras, on vous donnera tant d'argent. Tout cela est organisé et donc apparaît une espèce de, d'idéal libertaire chez les pirates. C'est à cette époque qu'apparaît le fameux Jolly Roger, le drapeau pirate qui invite le bateau poursuivi à se rendre sans combattre. Surgissent aussi plusieurs figures emblématiques de la piraterie qui aujourd'hui encore enflamment notre imaginaire. Alors bien évidemment, parmi eux, alors qui est resté effectivement dans les Antilles et puis le long des colonies nord-américaines, eh bien on a Barbe Noire, Edward Teach. On a aussi bien sûr Calico Jack ou Rackham, John Rackham. Et si Jeanne de Belleville est présentée comme la première femme pirate de l'histoire, elle ne sera pas la dernière. 2 autres femmes sont restées durablement célèbres. Elles sont anglaises, elles. C'est Anne Bonny et Mary Read, qui, elles, ont sévi aux Antilles, mais sur le terrain, se sont révélées plus efficaces, plus cruelles encore que leurs compagnons. La plupart de ces pirates connaissent un triste sort, mort au combat ou arrêtés et pendus. Et c'est là la grande différence avec les corsaires. Alors que le pirate est un homme à abattre, le corsaire, lui, est employé par le roi en personne pour piller les navires ennemis. C'est ce qu'on appelle la guerre de course et c'est l'une des spécialités des marins de Saint-Malo. Au XVIIe siècle, Saint-Malo est une cité portuaire prospère grâce à la pêche et au commerce. Mais lorsque la guerre éclate, une autre activité fait la fortune de la ville. Alors la grande période de l'activité corsaire à Saint-Malo, c'est bien sûr sous Louis XIV, le roi Soleil. Nous sommes dans une période de guerre, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, la succession d'Espagne,
Et l'activité corsaire va se développer avec des dizaines, voire des centaines de navires qui vont partir à la chasse à l'ennemi, en particulier l'anglais. Ces navires appartiennent à des armateurs qui reconvertissent leurs bateaux de pêche en bateaux de guerre. Pendant la guerre, on ne peut plus pêcher et on ne peut plus aller à l'étranger faire le commerce. Donc il faut bien employer les hommes de mer et ce sont des corsaires. Si bien que Saint-Malo devient un véritable nid de corsaires redoutés des Anglais, et à la fin du XVIIIe siècle, Robert Surcouf entre dans la légende. Derrière nous, nous avons la statue de Robert Surcouf, corsaire de l'Empire. Il a la particularité de ne jamais avoir été capturé par les Anglais et avoir fait la course en océan Indien autour de l'Inde et des îles Maurice et de l'île de la Réunion. Son principal fait d'armes est la prise du Kent, un navire de commerce britannique beaucoup plus gros que le sien. Les Anglais mettent sa tête à prix, mais sans succès. Aujourd'hui encore, ils continuent de les défier. Le positionnement de cette statue est un peu particulier, bien sûr. Proche de sa maison natale, mais aussi le doigt tendu vers l'Angleterre, qui est l'ennemi sous l'Empire, et qui est par conséquent un petit peu un problème au moment de l'entente cordiale, puisque les Anglais reprocheront ce doigt tendu vers l'Angleterre, et on dira aux Anglais qu'il ne tendait pas son doigt vers l'Angleterre, mais vers l'hôtel de sa belle-mère, avec lequel il ne s'entendait point. Robert Surcouf, comme la plupart des autres corsaires, n'est pas censé s'attaquer aux navires de guerre. Il a pour principale mission de couler le commerce ennemi en abordant les navires marchands. C'est une lettre de son souverain, appelée lettre de marque, qui lui en donne l'autorisation. Toutes ces lettres sont passées de génération en génération jusqu'à moi. Depuis plus de 3 siècles, la famille de ce descendant de corsaires conserve ces lettres de marque comme un trésor inestimable, preuve d'un prestigieux passé. Cette lettre patente est donc signée de Louis XIV, de l'an de grâce 1679. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, nous avons donné congé au capitaine sieur de la Chesnée Gardin de faire armer et équiper en guerre et marchandises le navire, la ville de Saint-Malo. C'est tout ce qui fait la différence entre le corsaire et le pirate, c'est que le pirate travaille pour son propre compte, alors que le corsaire travaille pour le compte du roi. Et que dans le partage de la prise ou des prises, une part non négligeable part dans les caisses du royaume. Assermenté par son souverain, le capitaine corsaire est pourtant livré à lui-même quand il s'agit de faire la guerre. Il doit non seulement constituer son équipage, mais aussi armer ses propres navires. L'Étoile du Roi est la réplique d'une frégate corsaire du XVIIIe siècle qui est à l'époque équipée de 19 canons et peut embarquer jusqu'à 250 hommes. La plupart des mousses, qui étaient des tout jeunes, qui pouvaient avoir 14-15 ans pour être enrôlés sur ce type de bateau, n'avaient pas forcément d'aptitude maritime. Ils étaient un peu au mauvais endroit au mauvais moment. On les recrutait un peu quasiment de force. Ils se retrouvaient sur le bateau et ils étaient affectés à des missions en fonction de leurs aptitudes physiques. Tous ces hommes vivent dans l'entrepont, dans des conditions que l'on imagine spartiates. Seul le capitaine corsaire dispose de ses propres appartements et reçoit dans le carré des officiers. C'était l'endroit où vivait, mangeait le capitaine corsaire du bateau. Et c'était un endroit aussi qui était utilisé par l'écrivain du roi. Le roi de France avait un représentant à bord qui répertoriait les prises pour qu'au retour à Saint-Malo, le roi de France et l'armateur aient leur juste dû. Grâce aux prises réalisées dans toutes les mers du monde, des capitaines corsaires ont amassé de petites fortunes. Certains se sont même offerts de somptueuses demeures, comme celle-ci. On appelle cela une malouinière. Les malouinières sont toutes à moins de 2 heures de cheval de la cité corsaire, de manière à régler les affaires le plus rapidement possible quand les bateaux revenaient des Indes, de Chine ou d'ailleurs. Le reste du temps, ces messieurs de Saint-Malo habitaient Saint-Malo intramuros,
Mais à partir du mois d'avril, Saint-Malo est pestilentiel, 20 000 habitants, pas de tout à l'égout. Donc les gens qui en ont les moyens, allaient respirer l'air pur à la campagne. Une malouinière, c'est ce que vous avez devant vous. C'est une symétrie parfaite. Les cheminées en pignon qui défient les lois de l'équilibre. Et ce qu'on appelle des épis de fêtage en forme de pot à feu. Vous voyez, on dirait un pot dont une flamme s'échappe. C'est un signe extérieur de richesse. Construite au début du XVIIIe siècle, cette malouinière a retrouvé sa splendeur d'antan grâce à un long travail de restauration entrepris dans les années 80. C'est ainsi que cet extraordinaire papier peint a pu récupérer son éclat d'origine. Vous êtes ici dans le grand salon où se trouve sur ces murs un papier peint panoramique qui est classé au titre des monuments historiques et qui vous représente l'arrivée des Espagnols chez les Incas. Donc on voit Pizarro sur son cheval blanc, accueilli par l'empereur Atahualpa, et ça nous raconte effectivement toute l'histoire de l'invasion des Espagnols au Pérou. Passionnés d'histoire et de corsaires, les propriétaires de cette malouinière ont au fil du temps constitué toute une collection d'objets rares. L'un des plus emblématiques est ce coffre en fer. Alors là, vous avez un coffre de Nuremberg, dit corsaire, qui est un coffre qui est en état de fonctionnement. Il y a une entrée de fausse serrure qui est juste ici. La vraie serrure est là. Et la clé, eh bien, elle n'a jamais été perdue. Elle fait fonctionner tout un mécanisme. Voilà. C'est un coffre où on mettait ce qu'il y avait de plus précieux et surtout la fameuse autorisation pour être corsaire, la fameuse lettre de marque ou lettre de course qu'on mettait dans ce petit coffre qui est sur le côté. Et dans ces maisons de corsaires, les trésors pouvaient parfois être dissimulés dans des endroits bien plus improbables encore. Dans certaines malouinières, les cachettes peuvent se trouver dans des panneaux comme celui-ci. Donc ça s'ouvre comme un placard. Et puis, on peut rentrer dedans, à genoux, faire le tour de la pièce. Donc, on peut cacher l'or, l'argent. C'est les premières niches fiscales, on va dire. Et on pouvait même cacher des gens, pourquoi pas. Car la tentation est parfois très forte de s'approprier certaines prises. De corsaire à pirate, il n'y a alors qu'un pas. Jeanne de Belleville est bien la seule à ne jamais s'être montrée intéressée par tous ces trésors. Au cours de toutes ces aventures, ces multiples embuscades et ces attaques sanglantes, un seul sentiment l'animait. L'envie de se venger de la mort de son mari. Car si elle était pirate, c'était par amour. Ainsi s'achève cette émission consacrée à Jeanne de Belleville, la première femme pirate de l'histoire. Cette féministe avant l'heure nous fait voir le Moyen-Âge sous un jour nouveau. Loin des stéréotypes de l'épouse médiévale soumise, Jeanne de Belleville nous offre ici le visage d'une femme à la volonté infaillible et capable de commander des centaines d'hommes, sur terre comme sur mer. Dans la lignée de Jeanne d'Arc et Aliénor d'Aquitaine, Jeanne de Belleville se hisse ainsi au rang des plus célèbres combattantes du Moyen-Âge. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très bientôt sur France 3 pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.